Bonsoir à tous, vous êtes bien sur Média 1 TV et Média 1 TV Afrique. Heureuse de vous retrouver au menu ce soir, le JT Éco, la rubrique culture et le dossier du jour. Mais d'abord, le journal de la rédaction, voici les titres. En Palestine, c'était une journée extrêmement tendue. 3 Palestiniens ont été tués, au moins 150 autres blessés aujourd'hui. À Gaza, comme en Cisjordanie occupée, des dizaines de milliers de manifestants ont défilé dans les principales artères des deux territoires. Ils protestent contre la reconnaissance américaine d'Al-Quds, occupée comme capitale d'Israël. Et puis la Cour pénale internationale rend justice aux enfants soldats en République démocratique du Congo. 10 millions de dollars, c'est le montant fixé par la CPI pour les réparations. 425 victimes de la milice de l'ex-chef de guerre Thomas Lubanga ont droit à des indemnisations. Au Zimbabwe, premier congrès du parti au pouvoir sous la présidence du nouvel homme fort du pays, Emmerson Mnangagwa a profité de la réunion pour consolider son autorité, et c'est 3 semaines après la chute de Robert Mugabe. On entame ce rendez-vous d'actualité au Proche-Orient. La situation est très tendue en Palestine. 3 Palestiniens ont été tués aujourd'hui et au moins 150 autres blessés aujourd'hui. C'était lors de manifestations contre la reconnaissance par les États-Unis de Jérusalem comme capitale d'Israël. 2 Palestiniens ont donc été tués dans la bande de Gaza et le 3e à Anata, une localité entre Jérusalem et la Cisjordanie occupée. À Gaza, des dizaines de milliers de manifestants ont défilé vendredi dans les principales artères des deux territoires pour protester contre la reconnaissance américaine de Jérusalem comme capitale d'Israël. En direct de Jérusalem, on joint par téléphone notre correspondante Valérie Ferrand. Bonsoir. Bonsoir Manal. D'abord, quelle était l'ambiance au sein de la population palestinienne après cette nouvelle journée de mobilisation contre la décision américaine ? Alors, avant que l'on passe à cela, je vais repréciser, si vous le permettez, un peu les bilans. On est à 4 morts, puisque le Palestinien qui avait été grièvement blessé dans l'après-midi à El Beré, près de Ramallah, est décédé de ses blessures. Et quant aux blessés, on est à plusieurs centaines, avec des cas graves et donc des possibilités de bilan qui pourraient évoluer dans la soirée. Ces bilans sont bien sûr importants parce qu'ils montrent bien que l'armée israélienne, et nous l'avions évoqué lors de précédentes éditions, Manal, le comportement des soldats israéliens est donc très violent et on a de plus en plus de tirs à balles réelles. Ce qui veut dire que sur le terrain, plus il y a cette violence, plus bien sûr les sentiments de colère, de frustration, de refus de l'occupation israélienne, en plus du refus des décisions américaines, est en train de monter en force. Donc, ça, c'est les sentiments, j'allais dire, un petit peu à chaud. Ce qu'il faut voir, donc, c'est que malgré toute cette violence et malgré les vagues d'arrestations massives de ces derniers jours, l'épuisement psychologique, l'asphyxie économique depuis des années, eh bien, le refus de s'incliner face à ce que les Palestiniens ressentent comme des diktats, que ce soit américains ou qu'ils soient israéliens, ce refus est bien réel et la volonté d'en finir avec l'occupation israélienne est bien là, et donc ça peut encore monter en violence et en tension. Mais vous avez divers sentiments sur la manière à long terme, bien sûr, de s'y prendre, avec notamment la méfiance envers la communauté internationale, envers la direction palestinienne qui persiste. Alors Valérie, on le disait hier, un projet de résolution est en préparation à l'ONU pour contrer la décision de Donald Trump. Ce futur texte est-il vecteur d'espoir côté palestinien ? Eh bien, Manal, cela dépend bien sûr à qui vous vous adressez. Si vous parlez à des membres ou des sympathisants des partis politiques ou des gens très engagés, donc dans tout ce qui va être politique ou diplomatique, bien entendu, ils appuient totalement l'initiative parce que pour eux, la mobilisation populaire doit être accompagnée d'une forte offensive diplomatique et pas seulement pour tenter de faire condamner les États-Unis ou de faire revenir le président Trump sur sa décision, mais également une offensive qui doit aller aussi contre la colonisation israélienne ou encore les
des violations des droits de l'homme en territoire palestinien occupé. Alors, si vous adressez aux simples citoyens, eh bien, comme dans toute société, vous avez bien entendu toute une panoplie de sentiments, d'analyses, mais la plupart des Palestiniens, comme je le disais à l'instant, en ont un petit peu assez. Ils ont un tel sentiment d'avoir été trahis depuis des années par la communauté internationale. Ils sont tellement là d'avoir entendu des condamnations non suivies des faits, des résolutions du Conseil de sécurité. On se rappellera par exemple de celui de décembre 2016 contre l'accusation israélienne qui n'a rien fait. Il y a un vrai sentiment donc de doute vis-à-vis de ce que ces actions-là peuvent faire en résultat réel pour eux. Et c'est particulièrement vrai pour les Palestiniens de Jérusalem qui depuis des années ne cachent pas leur frustration, leur colère contre tout le monde et accusent tout le monde d'avoir abandonné la ville sainte et de les avoir abandonnés. Certains Palestiniens parlent même ouvertement, au lieu donc de se fier aux actions diplomatiques, de clarifier le jeu en retournant à une occupation directe pour qu'Israël paie le prix de l'occupation, au lieu d'avoir donc l'autorité nationale palestinienne qu'ils ressentent comme un obstacle en fait à toute avancée, tout progrès possible sur le terrain. Merci beaucoup Valérie Ferrand pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous étiez avec nous en direct depuis Jérusalem. En Irak, l'heure de l'impunité est révolue. Le Haut Commissariat aux droits de l'homme de l'ONU a demandé à Bagdad d'établir un moratoire immédiat sur l'usage de la peine de mort. L'agence onusienne se dit profondément choquée par l'exécution de 38 extrémistes dans le pays, condamnés pour des crimes liés au terrorisme. Le Haut Commissariat aux droits de l'homme a comptabilisé jusqu'à présent 106 exécutions cette année. Amnesty International a aussi dénoncé les exécutions en Irak et classé le pays parmi ceux où les exécutions justement sont les plus nombreuses. Et 10 millions de dollars, c'est le montant fixé par la Cour pénale internationale pour les réparations pour des enfants soldats. C'est en République démocratique du Congo. 425 victimes de la milice de l'ex-chef de guerre Thomas Lubanga ont droit à des indemnisations. Dans le monde, on compterait quelques 250 000 enfants soldats répartis dans une vingtaine de pays. Sur Abou Taha nous en dit plus. La Cour pénale internationale a fixé à 10 millions de dollars le montant des réparations pour les enfants soldats en République démocratique du Congo. 425 victimes de la milice de l'ex-chef de guerre Thomas Lubanga ont été retenues parmi les candidats à des indemnisations. Le préjudice de chacune de ces victimes a été évalué à 8 000 $, soit un total de 3,4 millions. N'étant pas parvenus à déterminer le nombre précis de victimes, les juges ont affirmé que des centaines, voire des milliers de victimes additionnelles ont été affectées par les crimes de Thomas Lubanga. Pour cette raison, la Cour pénale internationale a alloué 6,6 millions de dollars pour les autres victimes potentielles. Pour l'ONG Child Soldiers International, c'est une reconnaissance de la grande souffrance vécue par les enfants exploités et abusés sous Thomas Lubanga. Chargé de mettre cette ordonnance en œuvre, le Fonds au profit des victimes a déjà alloué 1 million d'euros au dossier et propose un plan d'action de 3 ans visant à réconcilier les victimes avec leurs familles et les communautés affectées, avec une aide psychologique et médicale, la scolarisation et une formation professionnelle. Il s'agit là de la 3e ordonnance de réparation rendue par la Cour de la Haye, les précédentes concernant les enfants soldats d'autres pays d'Afrique. Condamné à 14 ans de prison, l'ex-chef de l'Union des patriotes congolais, Thomas Lubanga, avait été reconnu coupable en 2012 d'avoir enrôlé des enfants et de les avoir utilisés comme soldats ou gardes du corps en 2002 et 2003 en Ituri, dans le nord-est de la République démocratique du Congo. Thomas Lubanga a la possibilité de faire appel de l'ordonnance qui le vise. En Éthiopie, le gouvernement a annoncé la reddition de 156 terroristes au cours des 4 mois écoulés. Ces redditions comprennent des membres de différents groupes interdits. Le gouvernement éthiopien a accusé les groupes rebelles d'être soutenus par l'Érythrée, pays voisin d'ailleurs depuis l'indépendance de l'Érythrée par référendum. Et c'était en 1993. Les deux nations s'affrontent dans un litige frontalier hostile. Il a entraîné une guerre frontalière sanglante entre 1998 et 2000, faisant près de 70 000 morts des deux côtés.
Et sachez maintenant que les soldats tanzaniens victimes d'une attaque rebelle la semaine dernière en République démocratique du Congo ont été inhumés dans leur pays hier. Un nouvel hommage leur a été rendu en présence du secrétaire général adjoint de l'ONU chargé des opérations de maintien de paix, Jean-Pierre Lacroix, et du conseiller militaire des opérations de maintien de la paix, le général Carlos Louaté. L'attaque sur la base onusienne de Semuliki dans la province du Nord Kivu a eu lieu le 7 décembre à la tombée de la nuit. L'ONU a attribué cet assaut à des membres présumés des ADF, des miliciens ougandais musulmans. Et sachez que l'armée camerounaise a mené une opération contre des séparatistes présumés dans une localité du sud-ouest anglophone, faisant des morts chez les assaillants. Selon des sources sécuritaires, aucun bilan officiel ni de revendication des groupes séparatistes n'est disponible pour l'heure. Au Cameroun, justement, la violence dans la région anglophone du pays a pris de l'ampleur depuis l'année dernière. L'origine de la crise remonte au mouvement des enseignants et des avocats. Ils protestaient contre ce qu'ils qualifiaient de marginalisation de la communauté anglophone. Le récit est signé Stéphane Soumao. La frontière entre le Cameroun et le Nigeria connaît beaucoup de mouvements ces derniers temps. À travers les forêts, c'est par milliers que la population camerounaise traverse cette frontière pour trouver refuge au Nigeria. Dans la région, la répression militaire s'intensifie contre les séparatistes anglophones qui menacent depuis quelques mois. Les soldats sont venus dans mon village et ont commencé à tirer sans discernement. Ils ont tiré et ont tiré. Ils ont commencé à envahir les maisons des gens. J'ai eu peur d'être tué. Alors j'ai porté mon enfant et je me suis enfui dans la brousse. J'ai commencé à marcher dans la forêt jusqu'à ce que j'arrive à une rivière où j'ai trouvé un canot et je l'ai utilisé pour traverser avec mes enfants, ne sachant pas où se trouvait mon mari et mes 2 autres enfants. Nous n'avions pas de nourriture, rien. Depuis ces attaques répétées, le gouvernement camerounais a déployé les forces armées pour tenter de sécuriser la zone. Le Cameroun est victime des attaques à répétition d'une bande de terroristes se réclamant d'un mouvement sécessionniste. Face à ces actes d'agression, je tiens à rassurer le peuple camerounais que toutes les dispositions sont prises pour mettre hors d'état de nuire ces criminels et faire en sorte que la paix et la sécurité soient sauvegardées sur toute l'étendue du territoire national. Plein d'inquiétudes quant à leur sort, ces réfugiés devraient atteindre le nombre de 40 000 selon le Haut Commissariat des réfugiés d'ici la fin de l'année 2017. Direction le Nigeria, le sommet des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO se tient demain à Abuja. La sécurité est renforcée dans la capitale et certains chefs d'État ouest-africains arrivent ce soir pour ce grand rendez-vous. Les détails avec Gilbert Tamba à Abuja. C'est dans ce grand hôtel derrière moi que se tiendra le 52e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, ici à Abuja, la capitale fédérale du Nigeria. L'adhésion du Maroc et la situation politique et sécuritaire en Guinée-Bissau seront entre autres des sujets au cœur de ce grand rendez-vous. Certains chefs d'État ont déjà confirmé leur arrivée ici dès ce soir pour ce sommet, parmi eux l'Ivoirien Alassane Ouattara et le Nigérien Mamadou Issoufou. Un sommet qui se tiendra sous une forte surveillance des forces de sécurité nigérianes déployées dans ces grands quartiers. Des centaines de policiers ont été mobilisés pour assurer la sécurité des chefs d'État et des délégations. Gilbert Tamba, Médien TV, Abuja. Zoom à présent sur la conférence de haut niveau Atlantic Dialogue. C'est clôturé aujourd'hui à Marrakech. Parmi les sujets traités, la migration africaine. Contrairement aux perceptions dominantes, elle se joue à 80% à l'intérieur du continent. C'est ce qu'a précisé la 4e édition du rapport annuel Atlantic Currents. Les 5 grands pays africains d'accueil, qui sont aussi des locomotives économiques, en drainent une bonne partie. L'Afrique du Sud, la Côte d'Ivoire, le Nigeria, le Kenya
et l'Éthiopie. Autre sujet majeur, la sécurité au Sahel. Des experts ont souligné l'importance de la sécurité et l'approche alliant développement économique, bonne gouvernance et lutte contre l'extrémisme violent. Ils ont abordé l'expérience marocaine en matière de déradicalisation. On écoute à ce propos Youssef Amrani, il est chargé de mission au cabinet royal. Compte tenu de la complexité de la situation au Sahel, j'ai exprimé la position de Sa Majesté, la politique africaine de Sa Majesté, qui a mis l'élément humain au centre de la stratégie de développement en Afrique. J'ai particulièrement insisté sur le fait qu'au Sahel, aujourd'hui, la sécurité est importante. La coopération et la solidarité des partenaires internationaux est importante pour faire face aux différents défis sécuritaires et autres. Aujourd'hui, seule une approche concertée qui allie développement économique, développement politique à travers la bonne gouvernance et surtout la lutte contre l'extrémisme violent, ou l'expérience marocaine de déradicalisation, de la gestion du champ religieux grâce à la commanderie des croyants de Sa Majesté le roi Mohamed VI, nous avons réalisé des avancées certaines pour lutter contre le discours extrémiste violent. Direction Bruxelles, la capitale de l'UE, le dernier sommet européen de l'année s'est clôturé ce vendredi. Pour en parler, on joint en direct notre correspondant à Bruxelles, Tariq Labi. Bonsoir. Bonsoir Manel. Alors le dossier du Brexit était sur la table, mais aussi et surtout l'épineuse question des migrations. Le bloc européen semble encore bien divisé sur ces thématiques. Bruxelles a-t-elle obtenu un résultat des pays de l'Est ? Eh bien non Manel, vous avez raison de rappeler que le bloc européen est divisé sur la question. Certains évoquent une brèche entre l'Est et l'Ouest. Et le point de friction concerne ces fameux quotas. Chaque pays de l'Union européenne doit accueillir sur ses terres un quota de migrants. À l'Est, on est contre l'accueil et dans le reste de l'Europe, on est pour une répartition entre chaque nation. Concrètement, il y a d'un côté ce qu'on appelle les pays du groupe de Visegrad, la Hongrie, la Slovaquie, la Pologne ou encore la République tchèque qui se disent prêts à montrer leur solidarité aux pays en première ligne face aux arrivées de migrants, mais refusent d'accueillir des demandeurs d'asile. Et puis de l'autre côté, une majorité de pays, dont la Belgique, qui acceptent que la solidarité puisse s'exprimer de différentes manières, mais insiste aussi pour qu'aucun pays ne puisse s'exonérer justement d'un partage de l'accueil. Chacun reste donc sur ses positions et se renvoie la responsabilité. La crise des migrants, Manel, n'a pas été réglée et c'est même loin d'être le cas. Rappelons que Bruxelles, Tariq, a adopté ces décisions en 2015, mais si on comprend bien, en près de 2 ans, aucun progrès n'a été possible entre les 28 pays de l'UE. C'est bien ça ? Tout à fait. En près de 2 ans, les positions des uns et des autres ont fait très peu évoluer. C'est en 2015 que le Conseil de l'Union européenne avait adopté une décision afin d'aider, on le sait, l'Italie et la Grèce à faire face à un afflux massif de migrants. La mesure prévoyait la relocalisation à partir de ces 2 États et sur une période de 2 ans de 160 000 personnes qui ont besoin d'une protection internationale vers les autres États de l'Union. Et c'est là que les fameux quotas de répartition avaient été mis en place, mais plusieurs pays ont systématiquement refusé de les respecter. La Commission a toutefois proposé en 2016 une réforme du règlement de Dublin, la pierre angulaire justement du régime d'asile européen qui vise à rendre ces relocalisations de réfugiés obligatoires pour tous les États membres. Seul petit progrès enregistré aujourd'hui, la Hongrie, la Slovaquie, la Pologne et la République tchèque ont annoncé en contrepartie une aide de 35 millions d'euros en soutien des actions de l'Italie pour gérer les migrations en Libye. Mais rien n'y fait, Manel. À l'est du vieux continent, on ne veut pas accueillir de migrants. C'est clair, merci beaucoup Tariq Labi pour cet éclairage. Nous sommes à quelques semaines de l'expiration de l'accord de pêche liant le Maroc et l'UE, un rapport d'évaluation rétrospective élaboré par la direction européenne des affaires maritimes fait état des retombées socio-économiques sur le secteur de la pêche au Maroc. Bien, le document signale la création de 180 emplois directs et l'amélioration des conditions de travail d'environ 59 000 personnes travaillant dans le secteur où ces activités connexes. Selon le même rapport, 75% de ces retombées sont au bénéfice des régions de Dakhla Ouad Dahab et de l'Ayoun Boujdour Saqiya al-Hamra. Salma Saïdi et les développements.
Les premières estimations des retombées socio-économiques de l'appui sectoriel font état de 180 emplois directs créés et l'amélioration des conditions de travail d'environ 59 000 personnes. 75% des impacts socio-économiques sont au bénéfice des régions de Dakhla Oued Dahab et de l'Erioun Boujdour Zahra El Hamra, sachant que cette région concentre 66% de l'enveloppe totale de l'appui sectoriel, soit environ 37 millions d'euros. S'agissant des retombées économiques à l'avantage de l'Union européenne, le rapport évoque un bon retour sur investissement pour l'Union, ce qui signifie que chaque euro investi est estimé supporter la création de 2,78 euros de valeur ajoutée totale pour le secteur de la pêche européen. À rappeler que le rapport d'évaluation de décembre 2010 estimait qu'un euro investi par l'Union européenne ne générait que 0,65 euros de valeur ajoutée totale. L'actuel accord de pêche liant le Maroc et l'Union européenne est entré en vigueur en 2014 pour une durée de 4 ans. Il donne accès aux navires européens à la zone de pêche atlantique du Royaume en échange d'une contrepartie financière de 30 millions d'euros par an financée par l'Union européenne et 10 millions d'euros comme contribution des armateurs. Voilà, ici prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'essentiel de l'information économique, c'est dans un instant.